Samedi 9 février 2020, c'est la date que M. Ali Touré, porte-parole de la Convergence 2020, un mouvement proche du RHDP, pour organiser une conférence de presse à l'hôtel Crown Plaza, avenue Victor Hugo, à Neuilly-sur-Seine, à Paris. Devant plus d'une dizaine de journalistes, M. Ali Touré a fait le bilan du mouvement dont il est le porte-parole, tout en invitant les Ivoiriens à l'unité et la cohésion sociale pour sortir des crises qui ont fortement ébranlé la nation ivoirienne. La démarche de Convergence 2020 s'inscrit dans la logique de vulgarisation et d'appropriation de la notion d'émergence, selon M. Touré. Il a invité les jeunes de Côte d'Ivoire à tourner le dos à la violence et à la facilité, mais plutôt vers le travail. Pour clore son discours introductif, M. Touré a dit qu'aujourd'hui, la sécurité s'est améliorée de façon très significative. Les infrastructures surgissent ça et là. Les logements sociaux sont une réalité. La Côte d'Ivoire est à nouveau fréquentable. La croissance économique est au rendez-vous. À la fin de ces propos préliminaires, une série de questions-réponses s'en est suivie avec les journalistes. Reportage Tidiane Oula, Blaise Boncier pour Event News TV. Je suis M. Augustin Djedje, journaliste à Event News TV et à Concorde TV. Je voudrais poser deux questions. Elles sont les suivantes. Depuis la création de Convergence 2020, il est évident que vous avez posé des actions. Ces actions, certainement, sont dans le sens de ce que j'ai cessé de nous dire. La réunification des Ivoiriens dans un seul et unique brisé, la paix. Pour faire le bilan, depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés ici pour faire une grande conférence, si aujourd'hui vous avez un bilan, je souhaiterais que vous nous en parliez pour que nous comprenions un peu l'action de Convergence 2020. Première question. Deuxième question, lors de la conférence de présentation de Convergence 2020 à l'hôtel Pullman de Paris, vous aviez dit, et je vous cite, « Les clivages ethniques ne doivent pas bloquer le développement. La neutralité de l'État-nation et de l'État des droits et la tolérance doivent être entières. C'est pourquoi les contradictions politiques doivent se gérer sans violence et sans injure. » Fin de citation. Que pensez-vous que votre appel a été entendu quand on voit un peu ce qui se dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand on voit que les hommes politiques sont aujourd'hui totalement engagés dans une dérive langagière qui fait vraiment honte à la nation. J'en veux pour preuve le député de votre parti politique, que je ne vais pas citer ici, mais elle s'appelle Mariam Traoré, je crois. Traoré, oui, c'est ça. Cette dame, on sait bien ce qu'elle a dit sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a peur, quand on entend ce genre de propos, on a peur pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que votre appel a été entendu? Sinon, quelles sont les actions que Convergence 2020 entend engager pour qu'on n'en arrive plus à ce genre de dérives et que, surtout, vous fassiez un effort pour que ceux de votre parti politique puissent s'engager dans la paix, surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas de palabres sur le terrain politique. M. Ali Touré, je m'arrête là, je reviendrai avec d'autres questions. Je voudrais faire un bilan rapide de nos activités. Nous avions commencé nos activités en novembre 2013. Nous avions, pour sortir de la crise post-électorale, organisé une conférence publique sur la réconciliation. C'était à l'AGK. Ensuite, nous avons rencontré en décembre 2013 les sages du Grand Nord pour sensibiliser sur la réconciliation. Ensuite, en janvier 2014, nous avons rencontré les femmes ici à Paris pour sensibiliser aussi sur la réconciliation. Ensuite, nous avons fait une conférence de presse à Londres pour expliquer ce qu'était la convergence. Nous avons aussi rendu visite au ministère de la Parole et de la Foi à Londres avec notre ami Michel Doué, qui est le président
des pasteurs francophones au Royaume-Uni pour échanger un peu et avoir leur contribution sur la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Ensuite, en avril 2014, nous avons organisé une conférence de presse à Paris pour présenter la convergence. Nous avons organisé une rencontre historique en juin 2014 à l'hôtel Pullman, où nous avons convié nos frères Abel Naki, si vous vous rappelez, et Zab Krasso, sans oublier Franklin Namsi. Toutes les tendances étaient représentées à Pullman pour échanger sur les défis de la réconciliation. Nous avons par ailleurs organisé une autre conférence de presse à Abidjan en août 2014 pour faire le point sur les activités de la convergence. Le 5 juillet 2015, nous avons rencontré le collectif des femmes ivoiriennes en France. Nos sœurs avaient souhaité, en ma qualité de représentant permanent de la Côte d'Ivoire pour les produits de base, que je puisse les aider à avoir des experts pour structurer leurs projets dans leur région d'origine. Donc c'est à cette occasion que je les ai rencontrés ici. Et enfin, en juillet 2015, nous avons organisé avec M. Lasner Gabi, anciennement DG du plan, qui est aujourd'hui DG du Fonds d'entretien routier, fait Monsieur le ministre Tidiane Gadjo, ancien ministre des Affaires étrangères du président Abdoulaye Wade, Monsieur Ali Soumaré, qui est écrivain, essayiste, qui se trouve ici en France, et d'autres personnes de ressources, pour soumettre à la critique populaire la gouvernance Ouattara. Parce que c'était l'exercice. J'avais invité le président Afin Guessan, qui n'est pas venu. J'ai invité le professeur Mamadou Koulibaly, qui n'est pas venu non plus. Il y avait un certain nombre le président Naki aussi avait été invité, mais n'est pas venu. En tout cas, j'avais voulu que ce soit vraiment un échange contradictoire sur la gouvernance Ouattara. Bon. Donc, voilà à peu près ce qui a été fait comme action sur le terrain. Il y a beaucoup d'autres actions souterraines qui sont faites, donc je ne voudrais pas parler de ça ici par modestie, mais nous faisons beaucoup de médiation, beaucoup d'intermédiation, et nous apportons beaucoup d'appui dans le cadre du vivre ensemble, parce que c'est ça aussi, la réconciliation. C'est-à-dire qu'il faut que les Ivoiriens réapprennent à vivre ensemble. Quand je parle, j'ai la chance moi de parler à tout le monde. C'est-à-dire je ne suis pas le militant ou le cadre qui peut s'énerver qu'on incite son leader, contrairement à d'autres, suivez mon regard. Mais je peux vous dire que les Ivoiriens, il y en a qui ont beaucoup de peur. Il y en a qui ont beaucoup de peur pour 2020, parce qu'on est rentré encore dans le même créneau de langage. Mais je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, et ça n'engage que moi. Moi, je pense, et c'est la première fois que cela sera dit, il faut que cela soit dans la presse. Nous avons une classe politique médiocre en Côte d'Ivoire. Et moi, j'assume. Une classe politique médiocre parce que, quand je regarde notre cheminement, quand vous prenez le forum de la réconciliation, sous le président Laurent Gbagbo, qui a eu lieu du 9 octobre au 18 décembre, mais avant le forum, il y a eu, et je demande aux journalistes de s'approprier ce document. Avant le forum, il y a eu un document sur les ateliers de Grand Bassam et qui ont eu lieu les 17 au 19 avril 2001. Les causes lointaines, les causes immédiates des crises en Côte d'Ivoire, tout y est. On n'a pas été assez courageux en Côte d'Ivoire pour mettre en application ne serait-ce que 30% des résolutions de Grand Bassam. Tout ce que nous voyons là, tout y est. Les dérives langagières, l'ivoirité, les problèmes fonciers, la guerre du Saint-Louis, la guerre du Guébier, tout y est. Et moi, Ali Touré, porte-parole de la convergence. Je dis aujourd'hui, si nous sommes encore dans cette crise, c'est parce que nous avons une classe politique médiocre et irresponsable. Et c'est ce que je pense. Et je veux que cela soit su. Parce qu'on ne peut pas... Ce qui se passe aujourd'hui, on a parlé des dérives. Il a parlé de Mme Mariam Traoré. Mme Mariam Traoré est une députée du RHDP. Mme Traoré, c'est une conséquence de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Quand le président Fobagny est décédé, de 93 à 99, c'était le même genre de langage. On est rentré dans un coup d'État. Sous la transition militaire de Gueye, on est entré dans le même langage. Gbagbo a pris le pouvoir. De 2001 jusqu'en 2010, en 2002, il y a eu la rébellion. On est entré dans le même genre de langage, dans les mêmes pratiques, dans les mêmes désordres. On a nos élections, c'était la même chose. Voilà un pays, depuis 60,
Il n'y a jamais eu de transmission pacifique du pouvoir d'un candidat à un autre. Mais ça doit nous faire honte. Moi, je suis gêné. Et c'est pour ça qu'on a créé la convergence. Il faut qu'en 2020, les pouvoirs se passent d'un à un autre, comme dans les pays démocratiques. Et c'est parce que nous avons une classe politique médiocre que nous sommes dans cette situation. Où il y a des dérives comme ça, chacun dit ce qu'il a envie de dire, et on va dans le même sens. Et la convergence veut sensibiliser à ce que la nouvelle génération à laquelle le président Ouattara fait allusion ne soit pas comme celle que nous avons connue. Moi, je suis sur la table là. La seule chose qui me lie à Oro Jean-Paul, c'est la Côte d'Ivoire. On est différents. Il est bêté, moi je ne suis pas bêté. Il est pro-Gbagbo, moi je ne serai jamais pro-Gbagbo. Et il ne sera jamais pro-EDR. Je ne vais jamais l'appeler pour qu'il vienne chez Ouattara et pas me gifler. Je ne vais jamais l'appeler. Mais il faut que les gens puissent voir. C'est Oro que j'ai appelé pour dire viens organiser ma conférence. Il y a des gars du EDR à Paris ici qui peuvent organiser la conférence. Mais j'ai appelé Oro à dessein pour montrer aux gens qu'on peut être différent et organiser quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Et Oro est libre de me poser toutes les questions. Oro et moi, nous avons des débats houleux sur la gouvernance du président Ouattara. Mais on ne peut pas continuer comme ça, depuis que vous faites décider, à faire les mêmes patterns. Et je me rends compte que si nos hommes politiques avaient, ne serait-ce que conformé au Forum de la Réconciliation et aux ateliers de Grand Bassam, moi j'ai lu ça 3 fois, tout hier. Tout ce que nous voyons aujourd'hui là, les dérives, la communication, les médias, le foncier rural, la dégradation des prix des matières premières sur le marché, l'audiovisuel, le comportement des hommes politiques, la jeunesse, la fessie, tout y est. On n'a pas eu le courage de mettre en application ce qu'on a décidé nous-mêmes. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation. Moi, je dis, moi, je suis content. Parce que je pense que la sortie du président Gbagbo et de Blé Goudé va vraiment nous aider dans la réconciliation. Je ne sais pas s'il y a des représentants de Blé Goudé et de Gbagbo ici. Je voulais m'associer à leurs familles respectives pour dire que je suis content qu'ils soient sortis. Ce sont des compatriotes. J'attends d'eux qu'ils donnent des consignes claires pour que nous puissions avancer dans la réconciliation. Et que ceux qui soient là jouent le jeu. Pour qu'en 2020, on ait des élections apaisées et qu'on continue le développement des pays. Je suis à un niveau où j'ai quand même des informations que vous n'avez pas, mais la Côte d'Ivoire est un pays trop riche pour qu'on puisse s'améliorer comme ça. Car je voudrais vous dire qu'à cause de nos nombreux palabres, depuis que vous êtes décédé, c'est maintenant que nous travaillons dans ce pays. On a fait l'ivoirité de 93 à 99, le coup d'État est venu, Gbagbo est venu, le temps qu'il s'installe, il y a eu une rébellion, et qu'en 2010, on n'a pas travaillé. Mais je voudrais que notre génération montre l'autre exemple. Si le président Ouattara indique qu'il souhaiterait travailler pour transmettre le pouvoir à une nouvelle génération, il faut que nous soyons prêts pour gouverner ce pays-là. Sinon, ça va être encore une catastrophe. C'est le message que je voudrais lancer. Merci. Bonjour, je m'appelle Axel. Monsieur Ali Touré, je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous avez fait appel à Jean Paul Oro, qui est chrétien, et vous, je ne vais pas m'attarder sur la question, même si je me là-dessus. Vous avez poursuivi pour dire qu'il est et vous êtes Dioula. Je veux savoir si Dioula, si le terme Dioula représente un groupe ethnique en Côte d'Ivoire ou. Est-ce que ça représente un groupe ethnique en Côte d'Ivoire? Parce que les BT représentent un groupe ethnique. Est-ce que les Dioula ethnique? Est-ce que vous parlez de. Merci. D'abord, Axel, tu sais, moi, ce que tu as dit, je n'ai pas dit ça, mais je vais faire une observation. Quand je te vois, je te jure que je suis heureux. Si toi, je te vois dans cette salle-là, c'est pareil, c'est moi. J'arrive. Ça veut dire que nous avons avancé sur la réconciliation. Parce que je sais que toi, tant que Gbagbo et Blé Goudé étaient là, tu n'allais jamais venir à mes réunions. Oui. Et je suis content que tu sois venu. Vraiment, je te remercie. Maintenant, je vais répondre à ta question. Je voulais ajouter un peu à sa question aussi. Ah bon, allez-y. Je me suis déjà présenté. Nous savons comment est-ce que le président Alassane Ouattara travaille aux affaires. Lorsqu'on entrait au palais, on assistait bien sûr à différentes justices. La justice de cœur, la justice du palais, la justice du président. Bon, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que Convergence de ne s'est jamais prononcée sur ces arrestations. Ça, c'est une autre question. Je pose réellement cette question. C'est vrai que vous vous êtes défini comme celui qui appartient à cœur à un pot Ouattara, mais je souhaiterais quand même que, par rapport bien sûr à ce qui se passe dans le pays, la Côte d'Ivoire, bien sûr la station de un pot Soro, M. qui est carcéré simplement parce qu'il a vaincu. On n'a pas vu Convergence 2020 parler de ça, c'est quand même un peu bizarre pour nous.
que Oro Jean-Paul Bété, je ne suis pas. Je n'ai pas dit Djoula. En fait, ce que je voulais indiquer, c'est que rien ne me dit à Oro Jean-Paul en dehors de la Côte d'Ivoire. Voilà. Vraiment, je voulais que ce soit compris. Je ne voulais pas stigmatiser une ethnie ou pas, mais ce qui me lie à Oro Jean-Paul, c'est la Côte d'Ivoire. Sur le reste, ce sont des divergences. Non, ce n'est pas ça mon propos. Ah, d'accord. Est-ce que le Djoula représente un groupe ethnique en Côte d'Ivoire? Moi, je n'ai pas dit Djoula. J'ai dit Oro Jean-Paul Bété, je ne suis pas. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, si tu veux poser d'autres questions, on va sur une autre Je question. n'ai plus entendu, je suis Djoula. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit Oro Jean-Paul Oro Bété, moi, je ne le suis pas. Autant pour moi. Merci. Ok, l'autre question. Maintenant, la question de... Excuse-moi. Je peux mélanger un peu la Oui, oui. J'arrive. Je vais répondre à la question. Monsieur Vabé, j'ai pris bonne note de votre question. Nous, on a des domaines d'intervention. Dans un pays, chacun doit jouer son rôle. Nous tablons sur les sujets qui rapprochent les Ivoiriens, pas qui divisent les Ivoiriens. Les arrestations, la gouvernance Ouattara, ça c'est le travail de vous, l'opposition. Moi, je ne suis pas un opposant. Moi, je ne suis pas un opposant. Ça, c'est votre travail. C'est-à-dire, au lieu de venir dire que Ouattara fait du rattrapage, ou bien, bon, Ahmed Baraïko fait ceci, faites votre travail d'opposant. C'est ce que je dis. Ça, c'est le travail de l'opposition. Ce n'est pas mon travail. Moi, mon travail... La oui. convergence ne peut pas se prononcer sur ça aussi. Non, nous, on a des domaines d'intervention. Ça, c'est pas notre... C'est comme Madame Traoré. Ça, c'est pas notre domaine d'intervention. Si j'interviens sur Madame Traoré, je peux intervenir sur Johnny Pakioko, etc. Mais ça, c'est pas notre domaine d'intervention. Parce que chez les Pro Gbagbo, il y a plus d'insulteurs que Mariam. Hein. Mais je n'ai jamais posé des questions à quelqu'un. Donc, nous, il y a des domaines où on ne rentre pas. La justice, les insultes publiques, nous, on ne rentre pas dans ça. Nous voulons que les Ivoiriens se rapprochent. Donc, on évite tous les sujets qui peuvent les Ivoiriens. Maintenant, il y en a, ça, c'est leur travail. Ça doit être votre travail, ça. Vous, les gens de l'opposition. Non, c'est un journaliste. Non, c'est un gars de l'opposition. Je te signale que Vabé est PDCI, c'est un pro-babo. Je le dis devant lui. Non, attends. On se connaît entre nous ici à Paris. C'est un pro-babo, il est PDCI. Donc, il est d'opposition. On reprend la question. Voilà. Merci. Voilà, il ne faut pas, ils vont venir me distraire. Yes. C'est ce que j'ai dit. J'ai compris ce que tu as dit. La Convergence 2020 ne s'est jamais prononcée sur la justice. Je te dis pourquoi. Parce que ce n'est pas dans notre domaine de compétences. C'est ce que j'ai dit. Non, on ne se prononce pas. On a des thèmes précis où on intervient, mais pas dans ça. Les injures, la justice. Il y a beaucoup de sujets en Côte d'Ivoire dans lesquels on s'intervient. Voilà. Merci. On va passer. On n'est pas un parti politique. Hein, Babé. Ah, d'accord. Diaspora News et D'accord. Challenge Radio TV. Merci. Bonne arrivée. Merci, Excellence. C'est pas la première fois, mais bon. Ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à votre intervention, vous avez dit, et je vous cite, que votre action vise à éviter la résurgence de conflits. Le thème d'aujourd'hui, c'est les Ivoiriens à l'épreuve de la réconciliation. Et tout à l'heure, vous avez tenu une parole assez forte pour dire que la classe politique ivoirienne est médiocre et irresponsable. Vous avez sorti le document qui permettait justement à l'ensemble des acteurs de prévenir justement des conflits. Malheureusement, je dirais que la situation sociopolitique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, sur place et même à l'extérieur, ne présage pas d'un climat pacifique. Vous êtes bien au courant, comme vous avez dit tout à l'heure. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que à 18 mois presque de 2020, les causes qui ont entraîné la Côte d'Ivoire justement dans des dérives, comme vous avez souligné, ne sont pas en train d'être, hélas, en train encore de se dessiner? Deuxième question, au niveau politique, vous avez dit effectivement que la classe politique ivoirienne est médiocre et irresponsable. Mais nous assistons justement à l'interventionnisme de l'exécutif au niveau du législatif. À telle enseigne que hier, quand le président de l'Assemblée nationale a prononcé son discours, il a été, on ne peut plus clair sur les intentions ou les motivations de sa démission. Est-ce que toutes ces choses-là sont des gages à préserver vraiment la Côte d'Ivoire d'un autre cataclysme? Je vous remercie. Merci, M. Bonny. La première question, sur les causes. Moi, je continuerai avec mes amis à faire de la sensibilisation. Mais fondamentalement, je ne suis pas inquiet. Je vais dire pourquoi je ne suis pas inquiet. Lorsque vous avez à la tête de l'État quelqu'un à qui vous faites confiance, ce qui est mon cas,
Le président Ouattara a pris ce pays dans des conditions très difficiles. Nous étions dans l'opposition il y a peut-être 8 ans. On se rend compte aujourd'hui que gouverner un pays, ce n'est pas facile. Mais avec M. Ouattara comme président à la tête de ce pays, moi, je ne suis pas inquiet pour 2020. Ça, je peux vous le dire. Je ne suis pas inquiet pour 2020. C'est vrai que les causes sont en train de ressurgir, mais la force aussi d'un leader, c'est de juguler ces causes-là pour le bien-être des populations. C'est comment on aborde ces problèmes. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont secoué M. Ouattara depuis sa prise de pouvoir. Il y a eu la grève des fonctionnaires, il y a eu des mutineries. Donc, je ne suis pas inquiet. Et c'est pour ça qu'il faut continuer la sensibilisation. Parce que la réconciliation, elle peut venir de la Côte d'Ivoire comme elle peut venir de la diaspora. Ça dépend qui parle et qui fait quoi. Et je suis convaincu que nous, les Ivoiriens de la diaspora, nous devons et nous pouvons jouer un rôle important dans le cadre de la réconciliation. C'est important. D'autant plus que nous avons 2 acteurs importants, la Côte d'Ivoire, à savoir le président Gbagbo et Charles Blé Goudé, ici avec nous à l'extérieur, dont nous pouvons peser dans la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier volet. Maintenant, le deuxième volet, on ne va pas tourner tout du pot, il s'agit de M. Soro Guillaume. J'ai écouté le président Soro Guillaume hier et je prends bonne note de sa décision de démissionner de la présidence de l'Assemblée nationale. Je note par ailleurs que le président de la République, à la faveur du congrès du RHDP, avait indiqué qu'en 2020, il n'y aura pas d'exclusion et que chacun sera libre de se prononcer et de dévoiler son programme. Donc, je souhaite bonne chance à M. Soro Guillaume, mais je dis surtout à Soro Guillaume, il ne faut pas qu'il s'exclue lui-même. Faut pas, mais ce qui s'est passé avec Soro Guillaume, pour moi, ce n'est pas un problème. Puisque lui-même, il s'est exprimé sur le sujet, il en a tiré les conséquences. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus, je respecte sa décision. Et je souhaiterais, comme tout le monde, que dans ce pays, qu'il n'y ait pas d'exclusion et que nous allions aux élections en 2020 et que le meilleur gagne. La classe politique dirigeante ivoirienne, selon vous, est médiocre. Et Convergence 2020 qui prône la réconciliation et tout, quelles actions concrètes comptez-vous mener d'ici à 2020 pour éviter ce qu'on a déjà vécu? Et je vous informe par la même occasion que dans le cadre des activités, nous allons inviter des acteurs politiques de différentes tendances pour venir échanger avec la diaspora sur les thèmes de la réconciliation. Nous ne faisons que de la sensibilisation. On ne peut pas donner des directives à des partis politiques, mais tous ceux que nous rencontrons, nous leur disons la même chose. Parce qu'il faut que les gens à Abidjan aient une idée de la vision de la diaspora sur la réconciliation. On n'a pas la même vision. Parce que je disais tantôt que ceux qui ont vécu la crise post-électorale en 2010 n'ont pas le même langage que ceux qui n'ont pas vécu la crise électorale. Moi, je peux vous dire, je l'ai vécu, je ne souhaite pas que cela arrive à aucun pays dans le monde. Mais il y en a qui sont en France, en Belgique, qui n'ont pas vu la crise post-électorale. Donc nous, on continue la sensibilisation. Et cela passe d'abord par le respect de l'autre et par le bon ton. Il faut que les Ivoiriens désarment leurs plumes, désarment leur cœur et désarment leur bouche. Il faut que vous sachiez qu'il y a des fois, la parole peut être plus dangereuse qu'une kalachnikov. Ça parce que la parole est libérée, qu'on peut dire tout et n'importe quoi. La propagande des nazis et des Mussolini a commencé par la parole, pas par les armes. Donc je pense que dans ce pays, il faut que les gens désarment leur bouche, désarment leurs plumes et désarment leur cœur. C'est valable pour tout le monde. Mais la violence engendre la violence. Et la violence verbale peut engendrer la violence armée. Ça, il faut le comprendre aussi. La violence est multiforme, hein? Chacun a ses moyens d'instruments de violence. Mais il est important que nous soyons dans une dynamique où on peut ne pas être d'accord, mais qu'on fasse des débats civilisés et qu'on aille aux compétitions tranquillement, sans qu'il y ait palabre. Sans qu'il y ait palabre. Ça, je pense que cela est possible, mais cela passe par les échanges fréquents. Plus on échange, plus on se connaît, mieux ça vaut. Voilà, je vous dis que moi, Hilary, c'est mon frère. Mais depuis que la crise a éclaté, Hilary, je ne le vois plus. Aujourd'hui, je suis content de le voir. Je connais Hilary, ça fait plus de 20 ans. Mais la crise post-électorale m'a divisé avec Hilary, je le dis devant lui. Je suis content qu'il soit là aujourd'hui. Je ne pensais même pas qu'il allait venir. Donc vraiment, je peux vous dire que nous sommes dans la réconciliation. Vous avez dit dans votre
propos éminents tout à l'heure, que vous appelez tous les Ivoiriens à se rassembler pour, en quelque sorte, apporter leur pierre à l'édifice pour la construction du pays. En particulier, vous avez insisté sur la jeunesse. C'est la question qui me préoccupe, c'est de la jeunesse africaine, puisque notre continent est le continent le plus jeune au monde, où 75% de la population a moins de 25 ans, 75%, c'est pas rien. Et quand on regarde tous les gouvernements en Afrique, il n'y a pas un seul pays où il y a un ministre qui a 25 ans. Mais on dit 75% de la population a moins de 25 ans. Je ne voudrais pas mettre les gens mal à l'aise. C'est une question que je connais particulièrement parce que je l'ai étudiée depuis une vingtaine d'années maintenant. J'y ai consacré 2 ouvrages. Je suis en train de préparer un 3e. Qu'est-ce que Convergence 2020 peut faire pour intéresser la jeunesse ivoirienne et par extension la jeunesse africaine à s'impliquer davantage dans la construction et de la Côte d'Ivoire et du continent? Qu'est-ce que l'Afrique doit faire de sa jeunesse pour que cette jeunesse-là soit en quelque sorte, pas seulement le fer de lance comme on le dit habituellement, mais qu'elle soit la locomotive de justement la construction de notre continent? Voilà mes 2 questions. Et je lui ai indiqué lors de notre entretien que j'avais souhaité que la Convergence l'invite ici à Paris pour qu'il déroule, qu'il dévoile le programme d'action du président Ouattara pour la jeunesse ivoirienne. Il m'a donné son accord de principe. Donc nous ambitionnons dans les mois à venir, probablement au mois de mars, d'après ce que Touré Madou m'a dit, d'organiser une grande conférence ici. Ça va être peut-être élargi à la communauté africaine pour que le ministre vienne nous dévoiler la politique du gouvernement pour la jeunesse. Effectivement, en Côte d'Ivoire, 70% de la population a moins de 30 ans, à peu près le même taux. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur le problème de la jeunesse. Le ministre Touré Madou est en charge de la jeunesse. Il est beaucoup plus outillé que moi pour parler des problèmes de la jeunesse. Il a beaucoup plus d'informations. Donc, au mois de mars, si ça tient toujours son calendrier le lui permet, nous organiserons ici à Paris une grande conférence sur les opportunités de la jeunesse et les enjeux du pays, la jeunesse face aux enjeux du pays. On pourrait élargir ça à la communauté africaine, pourquoi pas. Alors, la Côte d'Ivoire est présentée comme le pays qui a véritablement un plan économique beaucoup apporté. Et la Côte d'Ivoire demeure toujours la locomotive de la zone du mois. Est-ce qu'aujourd'hui, la guerre à laquelle nous assistons a véritablement un impact sur l'attraction des différents opérateurs économiques? Il semble qu'il y a des normes qui circulent au niveau des investisseurs qui déconseillent aux opérateurs d'ici à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou donner plus d'éléments de réponse? Madame Marietou, la ministre Marietou Koné, ministre de la lutte contre la pauvreté et de la cohésion sociale, a promis de venir faire une conférence à Paris pour informer les Ivoiriens et ceux qui aiment la Côte d'Ivoire des actions dans le cadre de la réconciliation de la lutte de la pauvreté qui ont été entamées depuis la CDV jusqu'au dit par le gouvernement. Donc, il y a un programme bien fourni qui arrive, soyez patients, mais permettez-moi de rester dans le cadre de la convergence et de ne pas y sortir. Je vous remercie. Monsieur Ali Touré, moi si je veux prolonger la question de mon confrère Clément Yaou, il laisse subodorer simplement que aujourd'hui, ce qui se présente, ce qui se dit ou l'atmosphère qui se dégage au plan international au niveau des notes diplomatiques et économiques, c'est que la Côte d'Ivoire, l'humeur est citron. Aujourd'hui, vous qui êtes un observateur de la vie sociale et de l'humeur de la population en tant que porte-parole est-ce que vous pouvez dire aux gens non, ces notes diplomatiques ou économiques se trompent parce que l'humeur est agréable, l'humeur ceci, l'humeur cela. Voilà ce qu'ils vous demandent en réalité. Si vous, en tant que jaugeur de la situation, vous pouvez... C'est ce qu'ils demandent. Bon voilà, juste pour dire que, parce qu'aujourd'hui, M. Ali Touré peut dire à la communauté internationale, aux différents investisseurs, la Côte d'Ivoire est un pays en confréquentant, venez investir en Côte d'Ivoire. Voilà. Ah ben si c'est ça, seulement ça, je peux le dire. Je vous signale que, en dehors de mon statut de représentant permanent, je suis quand même ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire depuis février 2018. Et toutes les chancelleries que je côtoie ne m'ont jamais fait part de ces notes dont vous parlez. C'est pour ça que je suis un peu surpris et j'ai dit que je préfère ne pas m'aventurer sur ce terrain. Mais moi, j'ai des éléments techniques qui me permettent de vous dire que la Côte d'Ivoire est plus que fréquentable quand je la compare aux autres pays de l'UEMOA et de la CEDEAO. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà.
Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui. Parlant du rôle et des missions de Convergence 2020, j'avais posé la question tout à l'heure. Ce que j'en retiens, c'est que Convergence 2020 a pour mission d'œuvrer à la paix et à la réconciliation entre les Ivoiriens, notamment au niveau de la diaspora. Si j'ai bien compris. Et tout au long de vos explications tout à l'heure, vous avez insisté abondamment sur le fait que Laurent Gbagbo et qui était très capital dans le processus de réconciliation des Ivoiriens. Vous avez même ajouté, je ne sais même pas pourquoi, vous avez dit qu'aujourd'hui vous avez la certitude avec leur sortie que la réconciliation serait effective entre les Ivoiriens. Et vous aviez aussi ajouté que la diaspora a un rôle très déterminant, d'autant plus que Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont aujourd'hui au niveau de la diaspora. Je voudrais, me basant sur tout ce que vous avez dit, depuis votre création, est-ce que vous aviez entrepris des démarches, étant donné que vous avez vu leur importance dans le processus de réconciliation des Ivoiriens, est-ce que Convergence 2020 a entrepris des démarches pour aller les saluer et aller leur apporter leur soutien, étant donné leur importance? Sinon, est-ce que vous envisagez de les rencontrer? Deuxième préoccupation, est-ce que vous envisagez de les rencontrer, puisque, comme vous l'avez dit, ils sont dans la diaspora avec vous maintenant? Deuxième préoccupation, elle est relative à toujours rôle et mission de Convergence 2020. Dans ma première préoccupation, je demandais si c'était un corps de soutien au président Alassane Ouattara. Vous avez dit non. Mais je voulais savoir à quoi est-ce que répond le bilan du président Alassane Ouattara en 2015, à la veille des élections de 2015 à laquelle Alassane Ouattara était candidat. Vous aviez organisé un très grand séminaire sur les actions menées par Alassane Ouattara, notamment les projets économiques, les infrastructures économiques. En quoi est-ce que cela, pour rester dans le cadre de votre mission, en quoi est-ce que cela amenait les Ivoiriens de la diaspora à se réconcilier? Merci. Je n'ai pas dit que depuis qu'ils sont sortis, la réconciliation serait effective. Donc je vais répéter ce que j'ai dit. J'ai dit que les partisans du président Gbagbo, que je connais et qui me connaissent, m'ont dit en 2013, Touré, tu es notre frère, on veut la réconciliation, mais il y a un hic. Tant que Opa est en prison, on ne peut rien faire avec toi. Ils sont vivants et ils sont là. Il y en a qui sont dans cette salle, il y en a qui ne sont pas dans cette salle. Je leur dis, bon, donc, sans Gbagbo, on ne peut pas se réconcilier. Ils disent non. Bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, Dieu merci, Gbagbo est sorti et Blé Goudé sont dehors. Et je suis content pour eux et pour leur famille. Je pense que c'est un verrou qui a sauté pour qu'on puisse se rapprocher. Maintenant, est-ce que c'est capital? La balle est dans le camp de Gbagbo et de Blé Goudé. Puisque nous, qui sommes dans la convergence, nous attendons d'eux des consignes claires allant vers l'apaisement et vers la réconciliation. Est-ce que vous avez entrepris des démarches dans ce sens? D'abord quand ils étaient en prison, et puis aujourd'hui qu'ils ne sont pas en prison? Non, moi, je n'ai pas entrepris de démarches quand ils étaient en prison. Je n'ai pas entrepris de démarches parce que j'ai estimé, et je continue de croire que je ne suis pas la personne la mieux indiquée ou la plus qualifiée. C'est ce qu'il dit là. Moi, si je mets là-bas, j'engage la structure. Je suis quand même le porte-parole. Et puis, pour que j'aille là-bas, il faut que les membres de la convergence me donnent ce mandat, ce qui n'a pas été fait. Voilà, parce que je te signale que dans la convergence, il y a des pro-Gbagbo. Mais le souci, ce n'était pas que moi j'y aille. Le souci, c'était que les gars sortent. Donc, on n'avait pas le même problème. Donc, on n'a pas fait ce débat-là dans la convergence. Donc, je n'ai pas fait de démarches vers eux jusqu'aujourd'hui. Est-ce que je vais en faire? On verra, puisque maintenant, ils sont libres. Maintenant, ça dépendra. Si les membres de la convergence me mettent en mission, c'est avec plaisir, mais je n'ai pas encore reçu ce mandat. En fait, quand on avait cette conférence, l'objectif, c'est vrai, c'était de mettre en exergue les actions du président Ouattara, mais c'était aussi de permettre à l'opposition de venir participer au débat et de faire son rôle d'opposition. Majoritairement, ils ne sont pas venus. Le seul peut-être de l'opposition qui est venu, c'était Kone Ladio, qu'on appelle communément Sankara, qui est venu dans la salle et qui malheureusement n'a pas joué le rôle qu'il devait jouer. Mais j'attendais de nos frères de l'opposition qu'ils viennent à la conférence massivement et que nous parlons de la conférence. Parce que quand on parle de la gouvernance Ouattara, il s'agit de la marche du pays. Ce n'est pas de la vie privée de M. Ouattara, il s'agit de la marche du pays. Donc moi, je veux qu'on fasse des débats sur le développement de la Côte d'Ivoire. Et cette conférence-là avait été une occasion pour qu'on puisse venir parler de la Côte d'Ivoire. Les pro-Gbagbo auraient pu parler de la justice, des incarcérations de leurs leaders,
de la façon dont le pays est gouverné, de la croissance économique. En fait, c'était un débat, c'était un échange que je voulais avec tout le monde. Donc je pense que, et c'est ce que j'ai dit au départ, plus on échange, mieux ça vaut. Et en échangeant régulièrement, il y a des quiproquos qu'on évite, des éclaircissements qu'on obtient. Moi, je peux vous dire que dans le cadre de la réconciliation, il y a beaucoup d'actions qui ont été faites, dont 75% sont ignorées dans la diaspora, puis moi je parle avec tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai demandé à la ministre Marietou de venir faire une conférence ici à Paris, pour expliquer qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de la réconciliation, qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de la cherté de la vie et de la lutte contre la pauvreté. Parce que quand on commence... Par exemple, moi je vous dis, je vous donne un exemple. On parle du rattrapage, mais moi je suis à l'aise. Moi je suis à un niveau qui me permet d'avoir la liste de toutes les nominations aux postes civils et militaires en Côte d'Ivoire. Mais je peux vous dire que les gens du Nord ne sont pas majoritaires. Parce que moi j'ai une liste officielle. Je passe sur les réseaux sociaux. Moi j'ai la liste de toutes les nominations de M. Ouattara depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui aux emplois civils et militaires. Les nordistes ne sont même pas 40%. Mais c'est trop facile d'aller sur Internet, de prendre Lassana Diaby, Ali Touré, Nifanta Tamla pour dire « Ah, les Gula sont au pouvoir ». C'est facile. Non, j'arrive. Non. J'arrive. Blaise, écoute-moi. Non, Blaise, écoute-moi. Voilà, Blaise. Je ne suis pas en train de faire un débat, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de faire un débat sur les propos du président Ouattara. Ou bien sur les propos du président Gbagbo, bien n'importe qui. Je suis en train de te dire que quand on me dit que les enfants du Nord sont avantagés dans l'administration, je dis c'est faux parce que moi, Ali Touré, ambassadeur, j'ai la liste des nominations civiles et militaires et les nordistes ne sont pas majoritaires pour l'écrire. Et je peux le démontrer. C'est ce que j'ai dit. Et la dernière fois, le ministre Aguimoni est venu ici dans le cadre du RHDP, il a démontré que nous ne sommes pas majoritaires dans ce pays en termes de nomination. Donc quand on dit que le président Ouattara a parlé de rattrapage, c'est un débat. Mais dire que les nordistes sont favorisés, ça c'est notre débat. C'est là que je ne suis pas d'accord. Et ça, je peux le prouver. Ils ne sont pas 40%. Je dis qu'ils ne sont même pas 40%. 39 alors. Enfin, mets le chiffre que tu veux. Mais contrairement à ce qu'on veut croire, le président Ouattara n'avantage pas les gens du Nord dans les nominations. C'est ce que je voulais dire. En 2014, à tout le monde, M. Ali Touré, vous avez dit ceci. Aujourd'hui, les Ivoiriens, toutes tendances et bords politiques séparent. Mais le vrai problème qui doit être le nôtre, c'est le quotidien des Ivoiriens. Le quotidien. Les Ivoiriens séparent, mais le quotidien n'est pas bon. Quand on dit quotidien, évidemment, on sait de quoi il s'agit. On parle des difficultés sociales, la santé, l'emploi. Bref, je m'arrête. Et pour finir, un rapport de l'Union européenne est paru et il a dépeint une longue liste d'inquiétudes concernant justement la Côte d'Ivoire en disant ceci. Même si le pays affiche l'image rassurante d'une stabilité, les indicateurs sociaux stagnent. Une classe politique dont l'enrichissement ces dernières années est spectaculaire. Fin de citation du rapport de l'Union européenne. Chers frères Ali Touré, monsieur l'ambassadeur, Convergence 2020 veut aujourd'hui que les Ivoiriens se parlent, mais quand il y a une telle fracture, et qu'il y en a qui sont complètement oubliés dans la répartition des richesses du pays, qu'il y a d'autres qui mangent et que d'autres sont ignorés, est-ce que vous pensez que la paix peut se faire? Parce que c'est de ça que parlent les grandes tensions. Convergence 2020 a-t-elle une stratégie pour que les Ivoiriens comprennent où se trouve leur bonheur? Je vous remercie. Qui vous assaille quotidiennement. Je n'ai pas dit ce que vous avez dit. J'ai dit 2014 à Pullman. C'est le même texte que j'ai remodifié en le réactualisant. Moi aussi, j'ai les mêmes tests. Bon, sortez votre texte. Non, mon texte, il est là. Non, mais non, j'ai distribué. Hein? Non, mais je l'ai pas. Bon, voilà. J'ai parlé du quotidien de manière générale. Mais les indicateurs que moi j'ai, parce que tout est question de chiffres, il faut maintenant qu'entre Ivoiriens, quand on parle, il faut qu'il y ait des chiffres. Moi, je ne suis pas un fanatique des réseaux sociaux. C'est-à-dire je ne m'amuse pas sur les réseaux sociaux toute la journée, comme le font nos amis de l'autre côté. Moi, je suis très occupé. Voilà, je suis très occupé. Et quand je regarde les indicateurs selon Mo Ibrahim, or Doing Business, la Côte d'Ivoire se porte très bien. Maintenant... Contrairement à ce que dit l'UE.
Non, lui, il n'a pas dit ce que tu as dit. Si, c'est dans leur rapport. Je l'ai lu avant Non, de venir. non, c'est pas que c'est le rapport que j'ai lu, c'est pas autre chose. Tu sais, je n'ai pas inventé. Monsieur Didier, vous avez parlé de la question, je vous ai laissé parler. C'est ça aussi, là-bas, de l'autre côté. On ne peut pas parler. Merci. Donc, je disais que l'Union européenne n'a pas dit ça. On peut se mettre d'accord sur des paramètres et diverger sur d'autres paramètres. Est-ce que, selon les indicateurs économiques, la Côte d'Ivoire se porte bien? Oui, la Côte d'Ivoire se porte bien. En termes de croissance économique, en termes d'investissement, en termes d'infrastructures, en termes de réseau routier, en termes de dialogue politique, oui. Maintenant, est-ce que les fruits de cette croissance, puisque je voudrais indiquer quand même à toute fin utile que de 2011 aujourd'hui, nous avons un taux de croissance au moins de 7,5 à 8%. Est-ce que les fruits de cette croissance profitent à tous? C'est là que j'arrive. Laisse-moi te dire. Voilà. Tu es pressé, hein, vraiment. Donc, le taux de croissance est entre 7 et 8%. On était même à 9% il y a 2 ou 3 ans de cela. Est-ce que le taux de croissance est réparti équitablement au sein de la population? C'est un débat que nous pouvons faire. C'est la question que je vous pose. Mais je voudrais vous ramener au discours du président de la République en janvier 2019. Tout y est. Les actions sociales d'envergure pour cette année, tout y est. Je vous ramène au discours du président en janvier 2019 à l'occasion de la nouvelle année et vous verrez ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Quel est votre avis, M. Ali? Non, je n'ai pas d'avis. Je suis un serviteur de la République, je suis un ambassadeur, un discipliné du président Ouattara. Indiscipliné du président Ouattara. Je lui fais confiance, mais le programme que vous indiquez, il est pertinent. Vous avez la même vision que le président Ouattara. Je vous remercie.